Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une I am a feminist. Je vous obsède avec une Je ne me constance suis pas conduite qui appelle quand même l'admiration. d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque son époque. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, des femmes inspirantes, des femmes puissantes. Comment sont-elles devenues femmes ? Contre quoi ont-elles résisté ? Que crient-elles ? Que rêvent-elles ? Que lisent-elles ? Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Claire Nouvian. On est là un peu comme vraiment dans le the womb, ils appellent les Anglais. C'est vraiment, on est dans l'utérus, quoi. On est dans le noir. C'est profond, c'est calme. Et passent des êtres ultra fragiles, des pieuvres gélatineuses roses, de la taille d'un pamplemousse, hyper mignonnes. J'aimerais bien faire une introduction pas trop dark pour cet épisode, parce que les dernières fois, c'était quand même un peu la déprime. Je sais pas, un truc qui parle de la beauté des fonds marins, des couleurs des coraux, des petits poissons mignons qu'on voit dans la mer l'été, des dauphins, des baleines, des couchers de soleil. J'aimerais bien que ce soit pas trop glauque, qu'on ait des belles images, qu'on ait de l'espoir. J'aimerais bien, je sais pas, donner des bonnes nouvelles, quoi, que ce soit pas trop triste. Laisse tomber, j'y arrive pas. Chaque seconde, plus de 472 kilos de poissons d'eau profonde sont pêchés dans le monde, soit 15 millions de tonnes par an, pour 0,5% du chiffre d'affaires de la pêche mondiale. 2 milliards de litres d'eau usée sont rejetés chaque jour dans les rivières et les mers, soit 23 000 litres par seconde. Chaque année, 25 000 tonnes de crème solaire sont diffusées dans l'océan, dont 4 000 tonnes sont absorbées par les massifs de corail. La crème solaire tue le corail en 48 heures. 8 millions de détritus sont jetés dans les mers et les océans chaque jour. 120 millions de sacs en plastique échouent sur les côtes françaises chaque année, soit près de 4 sacs à la seconde. Chaque seconde, 206 kilos de plastique sont déversés dans l'océan et finissent en microparticules ingérées par la faune marine. Avec Claire Nouvian, on a parlé d'éducation, d'abysse et de solidarité. Claire Nouvian, vous êtes activiste pour la sauvegarde des océans. Vous avez fondé en 2004 une association appelée Bloom qui œuvre à la protection des écosystèmes marins et surtout des grands fonds océaniques, ces abysses qui vous fascinent. Nous en parlerons tout à l'heure. Vous avez reçu en avril 2018 un prix considéré comme le prix Nobel de l'écologie, le prix Goldman pour l'environnement. Je recommande à tout le monde d'aller écouter le discours poignant que vous avez prononcé à la tribune ce soir-là. On comprend en vous écoutant que vous êtes en guerre, que les qualités que vous mobilisez pour mener ce combat acharné contre les lobbies, les États, les institutions européennes, les industriels, mobilisent en vous des qualités qui sont celles d'une guerrière. Je suis très fière de vous recevoir dans La Poudre aujourd'hui, Claire Nouvian, parce que la crise environnementale m'obsède de plus en plus. J'ai pleuré de chaudes larmes au moment de la démission de Nicolas Hulot. Non pas que je sois particulièrement attachée au personnage, mais j'ai senti son impuissance. Et cette impuissance m'a semblé être celle de l'humanité entière. Mais vous, Claire Nouvian, vous soulevez des montagnes, des océans. Est-ce que vous avez été tentée, vous aussi, parfois, de baisser les bras ? Bonjour, merci d'abord de me recevoir et puis de me donner cette tribune de qualité, de temps aussi, parce que c'est vrai qu'on est tout le temps pressé dans cette vie de fou qu'on a. Non, baisser les bras, d'un point de vue, comme ça, on va dire épisodique,
Oui, bien sûr, il y a des moments où moi aussi je pleure beaucoup. C'est ma soupape, ça marche vachement bien les larmes, hein, c'est magique. Mais, mais j'ai pas envie en fait. J'ai lu un livre qui m'a permis de bien tout remettre dans le bon axe. C'est un livre d'un philosophe allemand, Günther Anders, qui est mort maintenant. C'est un tout petit livre, très court, hein, qui se lit, je pense, en 1 heure et qui s'appelle «Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j'y fasse?» Et en fait, le titre, déjà le titre, j'étais là: «C'est pour moi». Et quand j'ai lu ce livre, en fait, il m'a donné la clé, de mon action et de mon désespoir, en fait. Parce qu'il dit: «Finalement, on est dans une telle destinée tragique, collective. Tout s'accélère tellement, que le temps n'est pas à parler de son espoir. Ça, c'est comme une question de foi, en fait, une question tout à fait personnelle, même privée, si j'ose dire. La question, c'est celle de l'action». Et ça m'a je sais pas, ça a été comme une marionnette dont on retend le fil. Ça m'a remis tous les membres en place et en fait, j'y pense dès que j'ai une tentation de baisser les bras, je repense à action. En fait, je me fiche de savoir ce qui on n'est pas devin, l'histoire de l'homme est cyclique, tragique, barbare, on a du mal à chasser la barbarie, par exemple. Quand on lit les comptes rendus de, je sais pas, des conquistadors, en Amérique du Sud, on se dit: «Mais quelle barbarie!» Et en fin de compte, quand on lit ce qui se passe dans les geôles syriennes aujourd'hui, on n'a pas du tout progressé de ce point de vue-là. Donc oui, c'est cyclique, oui, par moments, c'est désespérant, mais l'action, c'est quand même une espèce de lieu d'échappement radical. Dans l'action, on trouve de l'énergie, on trouve de la foi au niveau individuel, et on trouve du sens. Donc on se pose plus ces questions-là et puis je vous avoue qu'en fait, je suis tellement fatiguée, je dors tellement peu qu'en général je m'effondre, j'ai même pas le temps de penser à tout ça en fait. Je Mmh. suis je suis tout le temps comme un hamster quand même en train de tourner dans sa roue. Enfin, Mmh. les choses sont vraiment, l'heure est grave. Mmh. Notre destinée fait vraiment peur parce qu'au-delà d'avoir évidemment, mis en péril, des vies humaines. Maintenant, c'est le système en entier qui est en train de dérailler. Donc c'est fou que nous, en si peu de temps, on ait réussi à mettre en péril la planète dans son intégralité. Donc voilà, maintenant, je suis vraiment plus que dans cette modalité de l'action. L'action, comme remède au désespoir, c'est un bon truc que je m'appliquerais volontiers, mais il y a aussi la colère, l'indignation. Moi, par exemple, quand je vois Emmanuel Macron sacré champion de la terre à l'Assemblée nationale de l'ONU, j'ai envie de hurler, en fait. Il y a quelque chose qui est vraiment, oui, qui est l'ordre de l'indignation. On peut pas, calmer ça uniquement par l'action ou si, on peut? Non, on ne peut pas, mais moi, je crois qu'il faut pas calmer sa colère. C'est sain d'être en colère. Du moment que c'est pas une colère qui est retournée contre soi aussi, hein, Mmh. parce que Ce qui est le danger, ouais. ça, et il faut être aussi en contact avec cette colère-là. Quand on n'est pas fier de soi, de pouvoir regarder les choses en face et de pleurer sur soi-même, de notre bêtise, de notre méchanceté passagère et de la maladresse ou qui a pu blesser de façon, non intentionnelle quelqu'un, en fait. Capable de regarder ça et de se pardonner, en fait et donc de trouver la paix là-dedans et en fait, moi, je me dis: «La colère, ça se gère» et ma colère contre l'injustice, contre le mensonge, je la trouve saine, en fait. Pourquoi est-ce que je ferais reculer mes valeurs? C'est sain de ne pas accepter l'injustice et cetera, alors qu'en plus, le monde nous endort déjà, endort notre capacité à agir. Alors il faut aller le mobiliser, ce sentiment d'injustice, puisque si on l'a tous au moins en tant qu'enfant, ça veut dire qu'il faut aller puiser dans cette ressource incroyablement riche et profonde. Mmh. Vous parlez de l'enfance et on sent que ça vient chercher, depuis longtemps ce caractère que vous avez de combativité, de guerrière et ça tombe bien parce que dans la poudre, on aime bien remonter un peu les parcours, revenir un peu aux origines pour comprendre, ce qui a construit les femmes d'aujourd'hui. Claire Nouvian, vous êtes née à Bordeaux, vous avez vécu une grande partie de votre enfance en voyage. J'ai cru comprendre que vous avez passé un bon moment à Alger. Oui. C'était comment de grandir à Alger? Mais j'ai quitté Alger quand j'avais un peu moins de 6 ans, de mémoire, donc je me souviens pas de tout, mais je me souviens évidemment, du meilleur. Je me souviens aussi du choc d'arriver à Paris, mais c'était, la douceur de l'Afrique du Nord, ma nounou, Nora, algérienne, voilà, la générosité, des femmes, d'Algérie et de la cuisine et des odeurs et des tomates ultra juteuses et sucrées et et de la présence des parents qui étaient ensemble à l'époque, donc pas divorcés, donc c'était aussi une famille, quoi et des escapades, parce que mes parents étaient quand même assez, ils étaient assez peu conventionnels
et on faisait des escapades dans le désert en hors-piste Waouh. et c'était dans les années 70 donc c'était vraiment on partait avec une boussole, hein, il y avait pas de téléphone portable et tout ça à l'époque et on partait avec des Land Rover, très inconfortables et ça tapait et on partait en hors-piste pendant 1 mois, Ah ouais. à dormir sous la tente, et à vivre vraiment des grandes aventures. Ma mère était passionnée par, les objets préhistoriques, donc on cherchait des fléchettes et comme on était petites, on était toutes ras du sol et tout au ras du sol, on voit bien les fléchettes, donc on trouvait des fléchettes, c'était la chasse au trésor, Incroyable. ouais, c'était vraiment, c'était une époque aussi, où on pouvait fréquenter le désert puisqu'évidemment il était, tout à fait sûr, et donc le massif du Hogar, qui est devenu un lieu de résistance de toutes les Ouais. formes de contestation, politiques ou religieuses et donc un endroit où il y a eu énormément de tragédies par la suite. Mais à cette époque-là, c'est vrai qu'on pouvait, circuler librement dans le monde, hein. On n'avait pas la même problématique, aussi aiguë du terrorisme, comme on la connaît aujourd'hui et ce monde arabe nous était, ouvert. Après, quand on est enfant, on n'a pas conscience de ce qui se trame, Ouais. de ce qu'avait été la colonisation, de toute l'injustice et toute la violence de cette guerre d'Algérie qui avait laissé des marques aussi profondes et c'est plus tard en étudiant l'histoire et notamment la guerre d'Algérie évidemment que j'ai compris, à quel point ce pays qui avait été si hospitalier avec moi enfant avait été aussi meurtri, Mmh. par notre présence quand Mmh. même. Donc mais c'était une enfance très heureuse. Je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais votre père était cadre, chez Total, votre maman dans la grande distribution. Ça peut paraître assez surprenant quand on sait votre activité aujourd'hui, c'est quand même un peu vos ennemis, ces grandes industries-là. Alors je me demande quel genre d'éducation ils vous ont transmis? Comment ils vous parlaient quand vous étiez petite? Mon père était, dans les ressources humaines, donc plutôt assez fin, psychologiquement et proche des humains, un grand séducteur devant l'éternel et hem et donc il était dans cette, proximité par rapport aux humains, en fait, avec ses défauts à lui, mais qui sont là pour le coup de l'ordre vraiment de l'histoire familiale totalement intime et sans intérêt, mais donc les valeurs, c'était les valeurs de la parole quand même, surtout avec ma mère qui, comme toute cette génération quand même, hein, elle est si récente, cette génération qui avait quand même subi, ce que Alice Miller appelle la pédagogie noire. On sort est-ce qu'on en sort vraiment? Il paraît que la moitié des familles, continuent à infliger des punitions physiques à leurs enfants. Donc est-ce qu'on est vraiment sorti de cette idée qu'un enfant, ça se discipline, ça se dresse? À l'époque, en tout cas quand même dans les années 50, à l'époque où mes parents, enfin en tout cas ma mère a grandi, il y avait quand même une forme de terreur familiale autour de la figure paternelle, dans une organisation, faite au fond profondément misogyne de la société. Pas forcément de ma famille, mais en tout cas de la Mmh. société et nos parents ont vécu ça donc en effet, ils avaient un besoin fondamental de se libérer, Vous étiez en rupture, en fait, d'être en avec tout rupture, ça? ouais, Ouais. sous ce joug, patriarcal, qui était violent et qui menaçait aussi l'intégrité physique des enfants. Enfin, donc ça, c'est un livre aussi que le livre de Alice Miller qui s'appelle Si c'est pour ton bien. Ce livre qui s'appelle C'est pour ton bien, ça m'a énormément marqué parce que là aussi, on comprend d'où on vient, en fait, nous, en Occident, avec les manuels, qui, à partir surtout dans cette, morale bourgeoise du 19e siècle, nous ont fait intégrer et je pense notamment aux femmes, nous ont fait intégrer une espèce de culpabilité inhérente à notre existence, la culpabilité d'être un enfant et d'avoir envie de jouer, d'avoir envie de parler au moment où il faut pas parler, au moment où il faut pas dire ça, il faut pas rire, il faut pas s'adresser comme ça, il faut pas, il faut pas, il faut pas et tout est tellement normé et finalement d'une immense brutalité sociale et émotionnelle pour l'enfant et tout ça quand même adjoint de punitions physiques, quand même le martinet, le fouet et cetera pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Enfin la majorité des familles en Europe quand même à cette époque-là et finalement, cette rupture dans la perception, elle se fait avec la génération de ma mère. Enfin, c'est Ouais. vraiment la génération quand même des Mai 68 A, 68, voilà, ouais, ouais. qui rejette cette violence et cetera. Et donc ma mère est tellement en rejet de ça qu'elle a presque manqué d'autorité avec nous. Mais en fait, je peux évidemment pas lui en je peux lui en savoir gré parce que du coup, elle nous a donné un vrai espace de liberté. Mmh. Donc c'était une éducation pour le coup très avant-gardiste, sur la liberté qu'on donne aux enfants, de nous amener dans des musées très jeunes, de nous faire dessiner, nous faire peindre avec des brosses à dents usagées pour faire du pointillisme, par là, de Je faire fais des ça moi aussi. ouais, aussi, voilà, on est de la Avec même le peigne et la génération. brosse à dents, là, je la vois très bien. Ouais.
Et du coup, ouais, très tournée vers, le bien de l'enfant, Françoise Dolto, enfin toute cette prise de conscience de laisser les enfants, vivre et être heureux, en fait. Mmh. Donc c'est une chance inouïe parce qu'après on se dit: «Mais d'où vient cette liberté immense qu'on ressent en soi, cette légitimité et cetera?» qui est pas, inébranlable, hein. Bien sûr que je manque de confiance en moi sur certains sujets à certains moments. Mais globalement, on se construit quand même dans beaucoup plus de solidité quand on a un regard qui est porté, heu, par de l'amour et de la confiance. Mmh. «Grandis mon enfant, je t'aime», quoi. C'est quand même comme ça qu'on a grandi et du coup, on n'a pas beaucoup de mérite à se sentir libre. C'est tout un c'est tout un continent à conquérir pour les femmes, Mmh. dans le monde entier. Tout est à faire encore. C'est fou, ça régresse par moments. Enfin, bien, on voit bien, l'Égypte a régressé du point de vue de la liberté des femmes et puis une partie du monde arabe a régressé par rapport à ça. Donc c'est malheureux, c'est malheureux. Mmh. C'est terrible. Vous avez une enfance sacrément intrigante, hein, quand même, au-delà de tous ces voyages, de ces parents, dont on comprend qu'ils vous ont donné une éducation très très à part. J'ai lu quelque part que vous aviez réalisé, en fait, sur le tard, que vous étiez une enfant précoce, non diagnostiquée. Quelles conséquences ça a pu avoir sur votre enfance, sur votre, adolescence même? Bah, c'est un sujet qui est très compliqué, donc je préfère pas trop en parler. D'accord, OK. Mais c'était compliqué et puis ça reste toujours compliqué parce qu'on n'est pas tout à fait normal. Ouais. Donc on est un peu on se demande toujours est-ce qu'on est fou ou est-ce qu'on enfin on se demande mais d'où vient autant de souffrance, autant de sensibilité et cetera et donc on a du mal à trouver sa place quand même et ça Mmh. reste compliqué. Ouais, et vous parlez 5 langues depuis l'enfance, donc? Non, j'ai appris les langues, plus tard, enfin le français sans mérite, l'anglais en voyageant et cetera mais après, j'ai fait comme tout le monde une langue, vivante, numéro 2, donc l'allemand. Mais c'est après que j'ai commencé à rajouter des langues parce que Le ça chinois, le m'amusait. russe, je crois, Ouais. qui sont pas les langues les plus simples. Non, le chinois, c'est pas trop, trop compliqué, ça va. Non, le russe, c'est compliqué. Là, le russe, je vais pas vous dire le contraire, ce sera un mensonge. Le chinois, c'est très logique, en fait et la grammaire est très simple. Alors que le russe, vraiment, c'est une grammaire compliquée. Mmh. La grammaire est incroyablement compliquée et en fait, cette complexité m'amuse. Alors, vous avez un parcours très riche. Vous avez passé votre bac, à Hong Kong, vous avez commencé une prépa littéraire, vous avez fait des études d'histoire et à 20 ans, vous filez vous marier à Las Vegas. Est-ce que vous vous souvenez de vos rêves d'alors? La jeune Claire de 20 ans, elle se voyait déjà changer le monde? Elle avait déjà ces envies de faire justice? Non, je crois que j'avais pas d'ambition. D'abord, je n'ai vraiment pas d'ambition, en fait, à part, mon exigence personnelle. Mais je n'ai pas d'ambition. C'est un vrai problème d'ailleurs, parce que il faudrait que j'en ai un peu plus pour, accepter une responsabilité plus large, Vous vous peut-être. verrez bien ministre, hein, quand même, je préfère vous le dire tout de suite. Ouais et ça, moi, par exemple, ça mais rien que l'idée, oh là là, me fatigue complètement, mais je me souviens plus trop de ce que j'avais en tête. Je crois que j'étais embourbée dans mes problèmes personnels, en fait. Je trouve que c'est un âge vachement dur, et on se dit: «Ah, c'est tellement gai cette jeunesse, 20 ans, 18 ans, 22 ans». En fait, je trouve que c'est le moment où waouh, qu'est-ce qu'on doit régler comme truc, quoi. On doit, faire la peau à nos parents qui en prennent aussi évidemment, plein la tête, on doit exister, on doit savoir ce qu'on veut. On est encore, ultra sensible parce qu'on veut appartenir à l'entité papa-maman, mais en fait, on est quand même ultra grand. Et on a, sa vie, sa sexualité, un mari, enfin voilà et je trouve ça, très compliqué comme passage. Mmh. Le passage à l'âge adulte et pas du tout l'adolescence, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple, en fait. Mais je trouve que c'est plus tard que c'est enfin pour moi en tout cas, c'est plus tard que ça s'est compliqué. Donc moi je crois que j'étais empêtrée dans mes histoires très perso, et avec toujours évidemment une oreille que je n'ai jamais, perdue en fait pour, la misère du monde. Mmh. Qui a toujours la misère du monde dont je n'avais conscience à l'époque que d'un point de vue humain. Notamment, le sujet qui me touche, je pense, le plus au monde, c'est les douleurs qu'on va imposer, les souffrances qu'on va imposer à l'enfance. Le fait qu'on touche à des enfants, j'y arrive pas, enfin, je peux pas, c'est même pas de la colère que ça fait jaillir, c'est de la rage. Mais je n'avais aucune conscience écologique, donc j'avais pas encore non plus cette dimension-là, en fait, dans ma culture globale. Mmh. Donc non, j'étais en transformation, je pense, à cette époque-là. En parlant de transformation, vous êtes devenue femme ou vous êtes née femme? Et je crois que je suis pas encore, en fait. Ouais, ça, je suis un pour moi, en fait, justement, je pense que j'ai grandi avec cette vision, des femmes ultra féminines dans les magazines avec tout plein de bijoux et les ongles faits et tout et en fait, ça m'intéresse vraiment pas du tout donc
J'arrive pas à m'associer à avoir un sac, à main différent pour différentes occasions. Enfin, j'arrive pas, j'ai toujours mon sac à dos Eastpak et j'ai 44 ans et en fait, voilà et je suis pas donc pour moi, comme femme, c'est forcément, les talons, la panoplie, le maquillage et les ongles faits, du coup, j'arrive pas à me mettre là dans cette catégorie-là. C'est marrant, c'est intéressant. Ouais. Alors, vous auriez pu faire de très, très longues études, mais vous avez quand même fait le choix de commencer à travailler assez jeune. Vous avez commencé à travailler comme journaliste à l'âge de 22 ans, je crois, dans le documentaire animalier. Vous êtes déjà assez boulimique de travail à ce moment-là. Vous parcourez le globe, vous réalisez, des dizaines de documentaires et votre vie bascule le jour où vous visitez un aquarium à Monterrey en 2001. Est-ce que vous pouvez, me décrire ce qui se passe dans votre esprit ce jour-là? Oui, je faisais un repérage pour un documentaire et donc je devais, trouver un endroit où on pouvait filmer les créatures qui vivent dans les océans très profonds, mais sans aller en grande profondeur parce qu'on essayait évidemment, avec les contraintes budgétaires de la télévision, de trouver un endroit où filmer tout ça sans avoir à louer un sous-marin pour aller à 3000 mètres de Ouais, ce qui doit profondeur. être assez compliqué à organiser, j'imagine. Évidemment et du coup, j'avais trouvé, que l'aquarium de Monterey en Californie, qui est magnifique, un des plus beaux aquariums dans le monde, si ce n'est le plus bel aquarium mondial, avait organisé une exposition sur les grandes profondeurs et en fait, il y a un canyon très profond qui va jusqu'à 4000 mètres de profondeur qui entaille le continent américain exactement à la hauteur de Monterey. Donc c'est le canyon de Monterey et eux, ils ont la possibilité, matériel avec un bateau, de partir le matin, de déployer un sous-marin et littéralement 20 minutes plus tard, d'être à 4000 mètres de profondeur. Ce que personne d'autre ne peut faire. Parce qu'ils ont cette faille qui est juste là, ce canyon. Et du coup, ils ont collecté, année après année avec l'institut de recherche, qui est l'institut jumeau en fait de l'aquarium. Ils ont collecté des images, des connaissances de créatures absolument, mais sidérantes. Et quand je suis arrivée dans l'exposition à l'aquarium, je m'attendais pas du tout à voir évidemment, parce qu'ils avaient eu l'intelligence de ne surtout pas révéler sur le web, leurs films qu'ils montraient dans l'exposition. Il fallait y aller pour le voir et quand on arrivait, alors là, je me souviens très bien que je suis restée, j'ai regardé le film je ne sais combien de fois d'affilée. Je savais même pas ce que je voyais, en fait et pourtant c'était après des années de documentaires animaliers et scientifiques. J'avais lu quand même beaucoup de livres sur les insectes, les oiseaux, les reptiles, les mammifères et cetera. Je connaissais assez bien les animaux et là, j'étais face à des trucs, et je me disais: «Mais c'est quoi? En fait, c'est quoi?» et donc je savais pas dire si c'était de la 3D ou du réel et donc forcément, alors là, j'étais piquée au vif parce que je suis de nature vraiment curieuse, enfin et je me disais: «Mais c'est moi, je veux une réponse à tout. Je veux tout Je comprendre. veux tout comprendre, je veux tout connaître, je veux savoir ce qui vit là-dessous». Et ma perception a complètement basculé. J'étais quand même, sous l'emprise, qui est la nôtre, hein, de penser qu'en gros, plus on s'enfonce, plus il fait noir, plus il fait, nuit, moins il y a de choses vivantes. Et donc c'était une claque de comprendre qu'en fait, tout faux, voilà, tout faux. Faut reprendre absolument à zéro et repartir d'une page blanche parce qu'en fait, plus on s'enfonce et plus il y a de vie. Et sauf qu'on ne connaît pas ces formes de vie, et qu'elles ont évolué dans des conditions tellement hostiles, tellement extrêmes que tout devient absolument, on peut dire, soit grotesque, soit monstrueux, soit merveilleux. Mais les yeux deviennent gigantesques ou alors quand il y a plus du tout de lumière, ils disparaissent. Ou alors les dents, comme il y a rien à manger et que, quand il y a un repas qui passe, on n'a pas faut pas prendre le risque de le rater. Les dents sont effilées comme des lames de rasoir. Enfin, tout est fou, c'est fou. Et donc ouais, je suis tombée dans la soupe, à ce moment-là et j'ai voulu vraiment tout comprendre, mais c'était très égoïste au début. Je me disais: «Mais je veux savoir, moi je veux tout savoir» et après je trouvais ça tellement merveilleux que j'avais aussi envie de tout partager et Ouais. donc j'ai fait, le livre, Le l'exposition sur livre les abysses. Abyss, l'exposition qui a tourné dans le monde entier, qui a reçu une pluie de récompenses. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez métaphysique dans cette notion de profondeur, cette notion d'abysse. Finalement, vous êtes allé révéler ce qui est caché. C'est presque une démarche de philosophe. Qu'est-ce que vous pensez de cette dimension-là? J'ai pensé aussi, moi ça m'a plongée dans une forme d'abord d'émotion extrême parce qu'ensuite, quand j'ai entamé mon projet, de faire le plus grand et le plus beau livre, qui aurait jamais été fait sur les abysses, donc j'ai cherché la collaboration de chercheurs partout dans le monde, 350 chercheurs, tous ceux qui travaillent sur le profond, comme on dit, l'océan profond
Et j'ai été invitée, par l'un d'eux, un Marsh Youngblood, un type formidable, à plonger. Et ça a été, le moment justement où il y a eu une espèce de pause philosophique parce que d'abord j'ai vraiment été mise dans une espèce d'émotion extrême en fait, en plongeant à 1000 mètres de profondeur dans un autre canyon, côte est cette fois, pas très loin du Massachusetts. Et j'étais, en fait, émue au-delà, de ce que j'ai même pas pu en parler pendant un certain temps, en fait, de cette plongée. Je fondais en larmes quand on me demandait c'était comment. J'arrivais pas à sortir les trucs parce qu'il y avait simultanément trop de trucs qui se jouaient. Et on est là dans un peu comme vraiment dans le the womb, ils appellent les Anglais. C'est vraiment on est dans l'utérus, quoi. On est dans le noir. C'est profond, c'est calme et passent des êtres ultra fragiles, des pieuvres gélatineuses roses de la taille d'un pamplemousse, hyper mignonnes, avec des espèces de grandes oreilles qui sont en fait des nageoires, ce qu'on appelle les petits poulpes Dumbo. Et on voit passer ces trucs-là. Tout est fragile, des espèces de siphonophores, c'est comme si c'était des méduses qui sont en fait reliées les unes aux autres, pardon, sur un long cordon et qui déploient des rideaux de tentacules comme ça qui flottent entre deux eaux. Et c'est merveilleux, plus la bioluminescence et tout est dingue. Et donc j'avais l'impression que je venais de naître. Mais vraiment pas, je suis pas du tout allumée, hein. Faut pas croire que je prends pas de drogue, j'en ai jamais pris, je suis pas du tout hippie au sens mais vraiment profondément, j'avais l'impression que là, l'humanité est en train de passer à côté d'un truc absolument fondamental. De permettre, avec notre technologie, notre puissance matérielle, nos plaques de fer, d'acier, le déchiquètement de toutes ces créatures ultra fragiles qui sont là depuis la nuit des temps. Je me disais, mais c'était d'une telle violence en même temps d'être face à cette telle fragilité suspendue, loin de nous, pendant longtemps inaccessible à tout ce qu'on lui a fait subir et ce qu'on lui fait subir aujourd'hui. Et d'imaginer, de voir que on pouvait tout détruire avec notre technologie, c'était trop violent. J'arrivais pas à mettre les mots, quoi. Ça n'est sorti que sous forme de larmes pendant longtemps parce que je me disais: «Mais» et c'est là que ça a vraiment basculé, en fait. Pour moi, en fait, je me suis dit: «Faut on peut pas laisser passer autant de beauté, autant d'évolution, on peut pas laisser faire un massacre à grande échelle, en fait, c'est pas possible». C'est Enfin presque un choc mystique, hein, que vous ouais, décrivez. Et d'ailleurs, il y a un engagement derrière. Il y a votre conférence TEDx que je recommande aussi à tout le monde de regarder. Vous dites cette phrase: «J'ai décidé, je me suis juré de mettre fin à cette pratique dans le monde». Vous parlez de la pratique de pêche en eau profonde qui permet de sauver ces créatures dont vous parlez. C'est quand même dingue de dire ça. Je me suis juré de sauver ce monde-là. Enfin, c'est de l'ordre de la vocation. ouais, c'est aussi le sentiment que j'ai eu, en fait, finalement avec toute cette, aventure, qui a été, cette visite à l'aquarium et l'aventure qui a commencé et ces plongées profondes. Tout ça a été une bascule. Il y a eu une bascule dans ma vie à ce moment-là et cette bascule, en fait, c'est vrai que je me suis dit, «J'ai pas vraiment choisi». Enfin, j'ai Vous pas avez été vraiment appelé. maîtrisé ma trajectoire. J'ai été choisie par ce truc-là. Mais pas au sens vraiment d'ailleurs mystique, enfin, on peut y voir ce qu'on veut, chacun est libre d'y voir ce qu'il veut, mais c'est que c'est trop fort, c'est impérieux, en fait. Il fallait faire quelque chose. Mmh. C'est impérieux, c'est comme un je sais pas, un petit chat qui gratte à votre porte, vous l'écrasez pas, vous voyez? Vous lui donnez un petit bol de lait et puis voilà, puis s'il a pas de papa, maman et ben, on l'accueille, enfin, on se débrouille, quoi. Et ben, il y a un peu un truc qui est une espèce de devoir, Vous avez été choisie. ouais, un devoir d'humanité de faire ça, d'essayer d'apporter sa pierre à l'édifice, Mmh. modestement, après je ne savais pas du tout dans quoi je m'engageais, mais Mais il y a quand même une succession, de signes, enfin, votre parcours en me plongeant dedans, j'étais: «Ah mais la vie de la meuf, c'est quand même hallucinant». Parce que vous avez aussi, je crois, ramené des maladies de vos voyages autour du monde. Vous avez été touchée par des fièvres tropicales. C'était presque des signaux aussi qu'on vous envoyait pour vous dire: «Fais autre chose, trouve une autre façon d'agir». Comment vous les avez, vécues ces épreuves-là? ouais, ça aussi, ça fait partie des moments, c'est vrai que je suis tombée malade. En fait, j'ai eu 2 maladies tropicales coup sur coup et la combinaison des 2, déjà une, c'était violent, mais la combinaison des 2, j'étais une, loque, en fait. J'étais une loque, donc je
j'étais arrivée à un stade de délabrement physique assez avancé, en fait. Et donc, il a fallu que je m'arrête de travailler parce que de toute façon, je ne pouvais que dormir. Je n'arrivais plus à faire autre chose. Et en plus, c'est vrai que ça a correspondu à un moment où j'ai perdu un copain très jeune, puisque j'avais moins de 30 ans. Et j'ai un copain de moins de 30 ans, 29 ans, qui est mort d'un cancer foudroyant. Et c'était mon premier copain. Et juste après, j'ai une copine de 30 ans qui est morte d'un cancer foudroyant. Et je me suis dit, bon, ok, tout ça, c'est quand même vraiment fragile, en fait. Et puis, il se passe quelque chose. Ces maladies peuvent pas non plus. Peu de temps avant, j'avais croisé une fille adorable avec son petit garçon de 3 ans, qui était une force de la nature sur une plage de l'Atlantique en France. Et j'ai appris quelques mois plus tard que ce petit garçon était mort d'un cancer foudroyant. Mais je me suis dit, mais c'est. Et tout ça, en fait, une espèce de combinaison, quoi. Et je me mais c'est quoi cette espèce de cocktail explosif entre ma maladie, enfin, les maladies combinées, plus ces personnes jeunes. Parce que depuis, j'ai aussi perdu plein de copains ou de familles ou d'oncles, tantes, etc. De façon violente à cause du cancer, mais à ce moment-là, je me dis: «Mais ils sont jeunes, quoi, enfin, c'est pas normal» et qu'est-ce qu'on fait de notre vie, en fait, hein? C'est clair, hein, ça pose cette exigence permanente de dire: «Mais qu'est-ce qu'on fait de notre vie?» D'abord, est-ce qu'on se regarde dans la glace? Et ça, je suis kantienne pour ça, vraiment. Et moi, je veux pouvoir me regarder dans la glace, me dire, je veux être sûre d'avoir fait ce qui était en mon pouvoir. Et ça aussi, c'est du Günther Anders, hein. Il dit: «Il faut être juste sûr de faire ce qui est en notre pouvoir pour essayer de participer à régler l'énorme bazar qu'on a créé». Mmh. Et Dieu sait qu'il est gigantesque. Donc je pense que ouais, toutes ces bascules, c'est vrai que on est très touché par ce qui se passe autour de nous, hein. Ça a été quantifié par les chercheurs maintenant. Ils prouvent que quand quelqu'un est très heureux, quelqu'un qu'on aime est très heureux, ça nous rend, en fait, ça nous donne du bonheur. Il nous offre du bonheur en étant heureux et de la même façon en étant malheureux, quoi. Mmh. Donc, c'est notre état, ouais, bien sûr que nos décisions, est-ce que ce sont vraiment des décisions? Je sais pas. En tout cas, la voie a été tracée, ouais. Mmh. Vous parlez de ces épisodes qui vous ont donné des prises de conscience. Je vais en évoquer un autre en espérant pas réveiller des choses, trop douloureuses, mais vous étiez à Koh Phi Phi le 24 décembre 2004, le jour où le tsunami a ravagé Mmh. l'Indonésie, les côtes du Sri Lanka, le sud de l'Inde, l'ouest de la Thaïlande, causant plus de 250 000 morts. J'ai entendu une interview poignante, sur France Inter où vous racontez, pendant 1 heure cette journée qui a changé votre vie. Moi, ce qui m'a bouleversée, c'est le récit que vous faites d'une nuit à bord, d'un bateau. Vous êtes au large de l'île, vous êtes rescapés de la vague avec votre famille et vous passez plusieurs heures à vous dire que vous préféreriez mourir, vous jeter à l'eau, que de rester là sans aider les victimes qui sont restées sur l'île à quelques mètres, de là. C'est d'une noirceur incroyable, hein. C'est d'une puissance aussi qui me donne des frissons rien que d'en reparler. Qu'est-ce qui vous reste de cette nuit-là? Alors, vous avez vu le film qui s'appelle «Le Sacrifice» de Tarkovsky? Non, mais vous en parlez dans l'émission et ça Ouais, m'a donné envie de le parce que voir, pour moi, alors moi, c'est un livre, pardon, un film qui m'a énormément marqué puisque, il fait une prière, c'est une forme de prière dans laquelle il dit, «Je suis prêt à tout perdre, je suis prêt à perdre tout ce qui m'est le plus cher pour éviter une catastrophe, une bombe, un bombardement, une catastrophe» et il perd tout. Donc en effet, il met le feu à sa maison et donc il va au bout de cette démarche du sacrifice, ce film est complètement dingue et très marquant du coup. Et donc je me souviens, je m'étais dit, j'ai compris ce film dans toute sa puissance de façon intuitive quand je l'ai vu, mais vraiment dans ma chair, après avoir quitté l'île où en effet la rumeur disait, nous on était face à ces décombres et surtout tous ces cadavres et tous ces blessés. Et la rumeur disait il allait y avoir une deuxième vague. Il y a eu une longue explication compliquée. Bref, le skipper de notre bateau m'a forcé à quitter l'île en me disant: «Si tu ne quittes pas l'île, ta sœur à bord du bateau ne voudra pas quitter ce rivage. Or, si une deuxième vague arrive, tu vas tuer toute ta famille». Donc c'est vraiment le cas de la morale. Si tu jettes un type sous le train, tu vas peut-être empêcher que le train s'écrase ou je sais pas quoi, avec encore plus de morts. Donc il suffit de sacrifier un humain pour sauver des centaines de personnes. Qu'est-ce que tu fais? Et je me suis retrouvée dans cette, configuration. L'argument a joué. Enfin, je suis allée sur le bateau parce que ma sœur était à bord avec ses enfants. Il était pas question de les mettre en danger. Mais en partant, je me suis dit que c'était la plus grosse faute morale de ma vie.
Mais je me suis dit, enfin, tout le monde est allé se coucher. Moi, j'ai pas dormi de la nuit. Et je suis restée comme ça à côté, à écouter la radio. D'ailleurs, comme dans le sacrifice de Tarkovsky, il écoute la radio et il entend qu'il va y avoir une catastrophe. Et moi, j'ai essayé d'attraper des informations. Et je me suis dit qu'en tout cas, si une deuxième vague était confirmée par la radio, donc j'ai écouté la radio, là, dans la nuit, comme ça, je me jetais à l'eau. Et ce serait au moins une façon de masquer, enfin, de gommer ma faute morale parce que jamais je me la pardonnerais, quoi. Ouais, c'était bon. Ouais. Ouais. Vous dites aussi que le cerveau humain, il n'est pas fait pour appréhender la catastrophe, que vous l'avez compris ce jour-là à Kopipi. Et c'est marrant, le mot est pas bien choisi, mais j'ai rien d'autre, parce que c'est quelque chose que je me suis dit récemment au sujet de la crise écologique et environnementale. En fait, on n'est pas apte à comprendre l'ampleur du désastre, et c'est peut-être ce qui explique l'immobilisme global de l'humanité, en fait. Est-ce que ça vous parle quand on vous dit ça? Oui, bien sûr, mais ça, là, vous voyez, ça aussi, c'est grâce à Günther Anders qui m'a donné en fait des béquilles philosophiques pour comprendre le monde qui m'entoure et comprendre pourquoi et comment moi j'articule ma relation à ce monde-là. Et Günther Anders dit notre faute, notre vraie faute, c'est de manquer d'imagination. C'est ça qui fait qu'on n'est pas apte à croire à la catastrophe. C'est pour ça qu'on ne peut pas, lui, il parlait beaucoup du globocide, hein, puisque c'est le penseur d'Hiroshima, hein. Il a correspondu avec Paul Hetterle, qui était le pilote de l'avion qui a lancé la bombe d'Hiroshima. Enfin, c'est passionnant, hein, faut lire ses correspondances. C'est un truc de fou. Günther Anders c'était un philosophe généreux qui voulait être compris. Donc, c'est pas du tout de la philosophie systémique, incompréhensible. Ça n'a rien à voir avec ça. Et il nous dit ça, il nous dit notre faute, c'est notre cerveau, en fait. C'est notre incapacité à comprendre la globalité, puisque tout ça va trop vite. On a développé des outils qui sont globaux, alors que notre échelle à nous est restée une échelle individuelle, au mieux euh, une périphérie assez proche. C'est-à-dire, je comprends mon environnement, je comprends une ville éventuellement, mais même une ville, je ne me la représente pas. Je ne me représente pas 4 millions d'habitants, 10 millions d'habitants, je ne me le représente pas. Et donc, je pense qu'il touche là un sujet qui est le sujet central de notre bascule, qui est pour moi un vrai sujet de recherche neurologique. C'est comment est-ce qu'on peut accélérer éventuellement le passage d'un cerveau, qui est un cerveau aujourd'hui, on a un cerveau qui est archaïque, qui est complètement inadapté aux défis du siècle et aux défis de cet impératif d'humanité, de solidarité. On sait, d'un point de vue scientifique, que la coopération, c'est la seule façon de se sortir du pétrin dans lequel on est. Et pourtant, le seul discours qui porte, c'est un discours d'individualisme et de repli sur soi. Alors pourquoi? Par le mécanisme de la peur, qui est un mécanisme qui vient taper dans le cerveau archaïque, le cerveau le plus ancien. La peur nous jette un voile, c'est comme si ça chantait toutes nos autres fonctions. On n'est plus capable de penser quand on est dans la peur. Eh bien, on se retrouve exactement avec ça, justement, cette brèche que vous faites aux médias en prenant le temps de rentrer dans des sujets, parce que les médias sont dans dans une accélération qui n'est pas propre à créer un espace de réflexion et d'accepter que le monde est complexe. Nous sommes des êtres ultra complexes et cette complexité demande du temps, demande de l'installation, d'une part, et évidemment, ça donne toute la possibilité de jouer sur ces ficelles qui sont si faciles, qui sont celles de la peur, des émotions primales, en fait. Et si on arrivait à vaincre le cerveau archaïque, on serait capable de passer justement dans la capacité d'imagination. On pourrait en fait débrayer notre capacité on va dire, d'immatérialité, en fait, de représentation abstraite. C'est le mot que je cherchais. On serait capable d'être dans l'abstraction, c'est-à-dire de comprendre le changement climatique sans avoir besoin de passer par des feux de forêt en Grèce ou des Ouais. canicules meurtrières. On devrait pouvoir le faire. En fait, les connaissances permettent ça, permettent de faire la suture entre toutes nos connaissances pour se représenter quelque chose de global et le prendre au sérieux. Et donc Jean-Pierre Dupuy, il le dit, hein, il dit, moi je suis un prophète de malheur, il faut être un prophète de malheur. Jean-Pierre Dupuy, rappelez-moi, c'est... Jean-Pierre Dupuy, qui est le philosophe qui a écrit un livre qui s'appelle Le catastrophisme éclairé, Oui, d'accord. Ouais. et qui dit, mais entendez, si on n'est pas des catastrophistes, ça veut dire qu'on n'arrivera pas à éviter la catastrophe. C'est mécanique, hein, C'est ça, c'est imparable. c'est ce déni en fait qui m'a frappé au visage récemment. Genre en fait, on ne fait rien parce qu'on ne le comprend pas, on refuse de le voir, c'est tellement énorme. On refuse d'y croire. C'est ce qu'il dit, en fait, Dupuy. Il dit, mais la catastrophe est là, elle est scientifiquement prouvée, calculée, quantifiée, tout ce que vous voulez.
Et pourtant, on refuse d'y croire collectivement. Alors moi, je pense qu'on refusait d'y croire collectivement. J'ai quand même vraiment l'impression, non pas que les logiques économiques et politiques aient changé ou soient en cours de changement, mais en tout cas la conscience et la connaissance, j'ai l'impression que même les couches les plus récalcitrantes de la société, on va dire les ultra-libéraux, individualistes, matérialistes, pour lesquels là, le modèle de réussite, c'est une forme, d'accumulation, de représentation de soi, et cetera. Vous voyez, tous ceux qui accélèrent en fait, les possessions, enfin un modèle qui en fait, appartient au passé. Eh bien, même ces couches-là, possédantes, un peu cyniques, cupides, blablabla, hein, mais voilà, avec évidemment des exceptions formidables dans ces Heureusement. lots-là, évidemment, heureusement. Mais quand même, il y a des vrais traits. Ces couches-là sont en train de se dire: «Ah merde, on est peut-être allé un peu loin. Peut-être en fait que, en effet, ce n'est pas la solution, qu'on va dans le mur au niveau du climat». Ils n'ont pas encore très bien compris la biodiversité dans son ensemble, mais ils ont compris que sans abeilles, les humains ne, survivaient pas très longtemps, une quinzaine de jours ou je sais plus quoi, enfin c'est très, très rapide. Enfin voilà, donc il se passe des choses quand même. Donc après, de là à ce que ça se transforme en action suffisamment, on va dire transformative de la société et de l'organisation de nos sociétés, pour pouvoir enrayer le changement en cours, non, ça je absolument pas. On est quand même dans une résistance On en comme est loin, ouais. mais on peut penser, on peut espérer en tout cas, si même si l'espoir, c'est globalement pas un sujet qui m'intéresse beaucoup. L'espoir ou le désespoir, c'est chacun son problème, enfin ça c'est mais là où on peut imaginer qu'il y a une forme d'espoir, c'est de voir que globalement des sociétés des choses qui disparaissent, des traditions qui disparaissent, une société qui disparaît se crispe. Ça crée une crispation très forte quand on a quelque chose qui est en péril. Et on peut imaginer que cette lutte acharnée, par exemple des lobbies industriels sur un modèle, de pouvoir et de relais de pouvoir, d'influence du pouvoir et des politiques publiques, voilà, qui appartient vraiment à un truc très violent, très brutal, très, patriarcal et cetera. On peut bien imaginer que si on arrive à ce niveau-là de tension dans la société, oui, on voit bien qu'il y a une division très profonde entre, les pro-lobby, les anti-lobby, les pro-libéralisme et les anti et cetera. On est arrivé à des stades de division très forts. On peut imaginer que c'est le signe qu'il y a quelque chose qui va peut-être craquer et que, en tout cas, c'est ces organisations ancestrales du pouvoir, sans doute se sentent en tout cas menacées, plus qu'elles ne l'ont jamais, senti ou perçu. Mmh. Vous avez employé le mot patriarcal et merci parce que c'est un peu là où je voulais en venir. J'ai ce petit billet, cette petite lecture de genre que je peux pas m'empêcher d'avoir. Moi, j'ai quand même, lu votre parcours. Alors, j'aimerais bien qu'on puisse parler pendant 1 heure de Bloom et j'encourage vraiment les gens à aller sur le site de Bloom, à surtout faire des donations à Bloom, à aller lire, voir tout ce que vous produisez en termes de textes, en termes de vidéos. Enfin, on peut pas aller sur ce site, sans en ressortir, complètement, bouleversé et impacté par ce que vous portez. Juste pour donner un exemple, moi j'ai rencontré Bloom la première fois, quand Pénélope Bagieux a publié une bande dessinée, en collaboration avec vous pour dénoncer le chalutage en eau profonde. Cette bande dessinée m'avait bouleversée et j'avais signé comme 900 000 autres, citoyens et citoyennes cette pétition. C'était en 2013 et il y a quelques mois, donc en janvier 2017, vous avez enfin obtenu cette interdiction. Ça vous a pris donc des années, cette victoire qui vous a d'ailleurs valu le prix Goldman, notamment. Des années pendant lesquelles vous avez été insulté par des industriels, traîné dans la boue littéralement, hein. Il y a des lobbyistes qui ont essayé de saboter, par exemple, vos venues dans des médias. Il y a des adversaires qui disent de vous que vous êtes, toute puissante, que vous avez la grosse tête. Enfin, vous vous en prenez quand même, plein la gueule et je me suis posé la question, est-ce que ce contre quoi vous vous battez, c'est le monde des hommes? Est-ce que ce ne sont pas des méthodes qui sont des méthodes, masculines au sens, systémique évidemment, pas sans dénier les individus hommes? Est-ce que c'est le patriarcat finalement contre lequel vous luttez? Hem, alors là, oui, nous, on s'en prend plein la tête, mais de façon bien plus violente que ce que vous avez décrit, hein. On est J'ai été vraiment soft, ouais, hein. vous avez été Ouais, très j'ai soft, été ouais, soft, hein. c'est bien plus violent que ça. C'est des menaces de mort, c'est des insultes, qui se répètent même pas, enfin des trucs complètement dingues. Parce que les Hem, enjeux économiques que vous mettez dans la balance, ils sont colossaux en réalité. oui, c'est ça, en fait, on est dans du très concret, puisque nous, on touche à des législations qui vont devenir, contraignantes, hein. Contrairement au droit onusien, par exemple, tout ce qui est, Nations unies, c'est vrai, c'est un droit qui n'est pas contraignant. Qui est symbolique. Voilà, donc bon, les gens se battent quand même un peu moins.
Alors que c'est vrai que quand c'est contraignant, comme les législations européennes, ils sortent vraiment les griffes. Hem, je sais pas, j'ai toujours alors la lecture, par le genre, elle existe, c'est une réalité objective, en fait. On ne peut pas dénier qu'il y a quand même, un sujet monstrueux. Hem et en même temps, je me dis, l'honnêteté intellectuelle, j'ai pas l'impression que ce soit plus une affaire de femme qu'une affaire d'homme, vous voyez? Mmh. Et c'est une question d'intégrité et c'est vrai que nous, on se bat contre des lobbies donc qui, par définition, en tout cas ceux dans la pêche industrielle, ne sont pas intègres. Ceux qu'on connaît, et je peux vraiment pour le coup l'affirmer, ne sont pas intègres intellectuellement. Donc c'est comme un continent à explorer. Pour moi, c'est la jungle. Des gens qui ne sont pas honnêtes, qui peuvent se regarder en face en mentant, je ne sais même pas ce qu'ils ont dans le crâne, en fait. Et d'ailleurs, je préfère même pas le savoir. Hem, je sais en tout cas qu'on est, soutenu par autant d'hommes que de femmes, par exemple, chez Ouais, Bloom, vous voyez? bien sûr. Donc je me dis: «Est-ce qu'on a le droit de mettre dans le panier?» parce qu'on a face à nous finalement, oui, des lobbyistes qui sont, tous des hommes, qui sont odieux et cetera, nin nin, mais on a autant d'hommes que de femmes qui nous soutiennent et qui sont émus par, notre mobilisation, qui voient bien qu'on travaille d'arrache-pied, qu'on travaille nuit et jour, bien au-delà du raisonnable, que j'ai une équipe, hallucinante tellement mon équipe est géniale. Vous avez beaucoup de femmes autour de vous dans l'équipe fondatrice de Bloom. Oui, on avait, c'est vrai et maintenant ça se rééquilibre parce que maintenant on a 3 hommes. Alors là, c'est notre trophée parce qu'on équilibre, on arrive presque au Les hommes quota. trophées, j'adore. Ouais et au début, on avait Frédéric Lemanac qui était tout seul, ensuite Mathieu Colletter nous a rejoints et maintenant, Timothée Cook. Donc on est quand même maintenant on a 3 hommes et ils sont venus à nous, je pense, parce que clairement, on est d'abord une ONG experte. C'est-à-dire que vraiment on a besoin de chercheurs qui sont capables de crunch data, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de prendre beaucoup de données et de mettre du sens dans les données, qu'ils ont besoin de qualifications vraiment techniques pour savoir utiliser des outils, moi je les regarde, je sais même pas, je les trouve formidables, mais alors je comprends rien de ce qu'ils font, pour montrer des tendances scientifiques, pour montrer des réalités scientifiques que personne ne pose, vous voyez? Et en fait, ils sont venus à nous pour ça, parce qu'on a besoin de leur expertise, de leur connaissance, mais ils sont venus à nous parce qu'ils cherchaient un lieu où mettre en œuvre leur intégrité. Vous voyez? Donc moi, les hommes qui travaillent chez nous, je les trouve dingues et ceux qui nous soutiennent, on a plein de gens qui nous soutiennent, qui sont de différents bords politiques, alors que nous, on est clairement ancrés à gauche, hein, faut pas se raconter. Alors pas la gauche, hein, la gauche large, la vraie gauche, la grande, celle très, très la grande famille, mais qui peuvent être plutôt des libéraux de droite et qui vont quand même trouver Mmh. que notre action a 1 du sens, 2 de l'impact. Vous voyez? Donc moi, je pense que c'est toujours cette question de l'éducation, en fin de compte. Quand on éduque bien nos enfants, on leur passe nos valeurs, hein. Quand on les aime et qu'on passe du temps avec eux, on leur passe et de l'amour et des valeurs. Et quand les garçons ou les filles sont bien élevés, ça donne des êtres formidables. Et quand ils sont mal élevés, ça donne des monstres. Après, oui, il y a un petit truc de testostérone quand même sur la violence physique qui a l'air clairement d'être un petit peu plus le sujet des hommes que des femmes. Ça, c'est juste aussi indéniable. Mais il faudrait juste qu'on s'élève bien, qu'on Ouais, soit bien nous-mêmes bien sûr. élevés pour ensuite bien élever nos enfants et leur donner du temps. Mmh. On peut pas leur donner que des valeurs, hein. Il faut aussi leur donner de l'amour et du temps. Enfin, Mmh. ça, c'est Mmh. incontournable. Il y a une mouvance, alors non, avant j'avais un petit mot à dire sur cet article qui m'a fait bondir, dans l'Obs. Vous racontez l'anecdote d'un grand chef d'entreprise qui vous invite à faire une conférence à HEC et Ça, c'était devant à l'ESSEC. vous à l'ESSEC, et devant vous, il produit un discours, complètement relativiste, sur le glyphosate en s'appuyant sur un tas d'anecdotes. Ça m'a semblé être une attitude, arrogante, surplombante, une attitude de privilégié. Comment vous la décryptez cette attitude-là? Oui, alors il est dans le relativisme sur tout, hein. C'était complètement surréaliste parce que, en plus, il a dans son entreprise des bonnes pratiques, sociales, salariales, transparence, il fait tout est bien, quoi. Puis il vous fait venir, a priori, il est sensible aussi à Alors votre c'est pas lui qui nous combat, faisait venir, c'était les professeurs de l'ESSEC qui nous D'accord. invitaient tous les 2 et qui, de par l'activité de ce monsieur, estimaient qu'il allait forcément avoir un discours large, Il y avait un rapprochement possible, inspirant quoi. et cetera pour les étudiants. Cette promo qui arrivait là, toute fraîche et moulue, des, classes de prépa et non, il était en effet relativiste. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que je disais: «Mais, voilà, la tendance n'est pas bonne. Le changement climatique s'accélère, les chercheurs disent qu'on n'arrive pas à tenir la barre de rester sous les 2 degrés. Or, on sait que si on bascule au-delà de 2 degrés,
on part dans une disruption tellement profonde des balances, de toutes les balances d'équilibre planétaire que personne ne peut prédire à quel point la catastrophe va avoir lieu et sous quelle forme elle va arriver. On voit bien que ça commence. On voit bien que quoi, quand il fait 30 degrés en Norvège au mois de juillet, ce n'est pas normal et que ça a des conséquences en chaîne sur les courants et donc la formation des événements climatiques extrêmes. Eh bien, on dit ça à un monsieur comme ça, il vous dit non, moi j'étais, je sais pas quoi, il va dire un truc genre moi j'étais sur l'île de machin, il Ah faisait oui, beau ou il faisait froid, enfin on ça s'en me fiche rend quoi. dingue. Et donc c'était un relativisme que je trouvais très dangereux. Et je me suis dit, on n'a pas tous la même perception de la responsabilité de la parole publique. Enfin, moi, je prends très au sérieux le fait de parler publiquement. Du coup, je me renseigne, je lis, j'essaie de mettre à jour mon savoir. Bien sûr que j'ai des tas de lacunes, et j'en ai conscience et ça me désole. Mais du coup, si on me dit, bon, parlez-nous de la dette française, je vais vous dire, je ne peux pas, je ne peux pas, je sais rien vous dire sur la dette française. J'ai une idée du diktat, on va dire, de l'Allemagne sur la gestion des dettes européennes parce que j'ai bien suivi la crise grecque comme tout le monde. Et je trouve que c'est infâme ce qu'on a fait à la Grèce. Ça, j'ai une opinion, mais parce qu'elle est informée, parce que j'ai lu des livres sur la Grèce ou des articles sur la Grèce. Mais je connais rien au marché financier, vous voyez, je connais rien à la politique monétaire, par exemple. Donc, on ne peut pas parler quand on est en dehors de son champ de compétences. Ouais, malheureusement. Et j'ai trouvé dingue que cette personne accepte la responsabilité immense de parler publiquement à propos de sujets que clairement il ne maîtrise absolument pas. Et il n'est pas dans une démarche de connaissance. Et donc moi, je n'ai fait qu'alerter les étudiants de l'ESSEC en leur disant, soyez dans une démarche de connaissance. C'est votre garde-fou absolu contre toute dérive idéologique, en fin de compte. Je fais ça du mansplaining, moi, mais bon, c'est ma lecture féministe à moi. Ouais. D'ailleurs, il y a un mouvement, le mouvement écoféministe, qui rapproche la violence faite à la terre de la violence faite aux femmes. C'est un mouvement qui est incarné notamment par Vandana Shiva, qui est une activiste indienne absolument passionnante, dont je recommande de lire les textes. Est-ce que vous vous sentez proche de cette mouvance-là? Eh bien non. Non. En fait, je vous avoue, je pense que c'est formidable. Je sais que si je me penchais là-dedans, je fondrais de plaisir et d'émotion et tout, parce que je pense que la cause des femmes, c'est comme la cause des enfants. Enfin, quand je lis ce qui arrive aux femmes de par le monde, ça me donne envie de hurler. Mais je passe pas beaucoup de temps à penser avec ce prisme-là, parce que j'ai la chance de vivre en France quand même. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses encore à conquérir pour les femmes en France, hein. Mais je le vois pas, moi je le perçois pas en fait dans mon quotidien. La façon dont les problèmes sont imbriqués, dont on pourrait expliquer par exemple que la colonisation finalement a entraîné à la fois l'épuisement des ressources naturelles et l'exploitation des femmes dans certains pays. Enfin, c'est une Et ça, construction mentale qui est assez Ah, particulière. ça, c'est qu'on est, factuel en fait, en ouais, plus, hein, que les femmes travaillent beaucoup plus que les hommes globalement pour un salaire absolument moindre. Enfin, ouais. et ça, c'est quantifié. Donc, non, d'un point de vue scientifique, je ne remets absolument pas en cause. Quand on parlait de mouvement, donc est-ce que Oui, moi, bien sûr. Oui. moi, en tant que mouvement, non, je peux pas dire que je le connaisse bien. Je Ouais, peux pas ouais. dire que parce que, et aussi, comme je le connais pas bien, je ne sais pas ce qu'il a à offrir, parce que moi, ce qui va m'intéresser, c'est une fois, et c'est toute la question que je pose aux approches de genre, c'est une fois qu'on a dit, qu'on a repéré qu'il y avait un problème qui était quantifiable, d'inégalité, de violence, d'injustice salariale, tout ce qu'on peut imaginer. Qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, est-ce qu'on va légiférer? Donc moi, ce qui m'intéresse, comme c'est l'action qui Bien m'intéresse, sûr. j'ai envie de dire à tous ces mouvements-là, donnez-moi tout de suite le résultat pour que moi je puisse l'intégrer dans ce que je vais essayer de porter justement dans l'espace public. Mais voilà, typiquement un sujet sur lequel je suis en faute de méconnaissance. Donc c'est à moi de me plonger dans ces sujets-là beaucoup plus pour en comprendre l'importance, enfin la gravité, l'urgence même. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est, OK, par exemple, on a des histoires de parité. Eh bien, c'est une façon de forcer, en effet, la prise en compte à égalité en fait des femmes dans je sais pas quoi, les entreprises, un comité de direction, n'importe quoi. Et je trouve que ça, en effet, c'est une, par exemple, ça c'est une mesure. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est OK, qu'est-ce qu'on fait pour réduire ces inégalités, cette violence, cette barbarie? Comment est-ce qu'on libère tout ça? Est-ce qu'on peut transformer nos constats, les constats de violence et d'injustice faites aux femmes comme aux enfants, hein, que je mets dans la même, évidemment, parce que tout ça Ça commence va quand même très par souvent l'enfance. ensemble, ouais. Est-ce qu'on peut les transformer en politique publique? Par exemple, la pédophilie, j'ai une idée très arrêtée là-dessus.
Je sais vraiment et je pense que c'est indispensable de rendre ce crime imprescriptible. Tout Et simplement. or, il y a la prescription est limitée dans le temps. Donc, je vois que le processus de mémoire, de faire remonter à la Ouais. mémoire le traumatisme de l'enfance qui par survie, par nécessité de survie, a mis un voile sur quelque chose qui était trop dur, qui faisait imploser l'être, l'être psychique, et physique, que quand c'est trop dur, on met un voile noir Mmh. sur tout ça. Mmh. Et pour déchirer ce voile noir, remonter dans sa mémoire, etc., ça prend du temps. Et ça peut prendre une vie. Et donc, se dire que, en fait, que les crimes sont prescriptibles alors qu'ils devraient être imprescriptibles, je trouve que ça, Ouais. c'est un crime. Voilà. Donc, par exemple, j'ai étudié C'est cette très question-là et concret, donc je ouais. connais. Voilà. Et donc, Mmh. moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire sur quoi après on peut militer pour changer les politiques publiques, pour qu'elles soient adaptées à nos besoins, aux besoins des femmes, aux besoins de faire face à la violence conjugale, etc. On vous veut vraiment dans un gouvernement, Claire Nogent. C'était une question que je veux garder pour la fin, mais vous envisagez dans une carrière, politique, une course électorale un jour? Alors, non, très égoïstement, en tant qu'élue, j'ai vraiment pas envie. Je sais qu'il faudrait, que ce serait un devoir, un peu comme Nicolas Hulot d'ailleurs qui disait depuis longtemps, «Si j'y vais, ce sera par devoir, pas par envie». Je sais que c'est un devoir à un moment donné d'y aller. Après je sais aussi que moi, mon devoir de mère m'appelle encore plus Ah, c'est et intéressant. c'est Mmh. très net pour moi. C'est le seul endroit où je veux bien en effet dire vraiment, ma vie privée empiète sur ma vie publique. C'est Mmh. que j'ai pas on a des enfants à la maison, c'est pas pour les abandonner à leur sort. Mmh. Donc après, ça va venir largement assez vite, pour qu'ils nous disent: «Bon, on veut plus vous C'est bon voir, là. c'est bon, circulez», mais OK, on n'en est pas vous vous encore donnez là. quelques années. En revanche, s'engager pour, reconstruire la gauche, oui, ça oui. Ça, je suis déjà en fait, je suis très politisée au fond. Jamais encartée et cetera, mais très politisée parce que je pense que c'est le lieu d'expression de notre trajectoire collective et de décision, et comme les décisions sont d'autant plus importantes que la trajectoire est devenue, d'un point de vue écologique, aussi urgente, Ouais, oui, on peut plus, faire comme si les politiques publiques, étaient moyennement importantes. En fait, elles ont une primauté totale sur le reste, bien pour sûr. moi. Donc le politique doit être, pour moi, investi, en effet, de toute sa noblesse. Or, on est en déchéance au niveau de l'exercice, en fait. Il y a plus de probité, on est dans une confusion des genres qui est devenue incestueuse avec, les lobbies, un entrisme qui est plus de l'entrisme, en fait, c'est devenu de l'incarnation, un personnel politique qui a perdu, sa vision, son ambition et qui, on a l'impression, prépare, les pays, à des marchés financiers et c'est pas ça l'histoire de l'humanité, ça peut pas être ça. Mmh. Donc non, moi je refuse qu'on fasse des humains seulement des Ouais. consommateurs et pour un monde marchand. Il y a une véritable urgence. Mais justement, pour en revenir un peu à ces questions, de genre et d'écologie, enfin, c'est très ambigu tout ça parce qu'il y a aussi, une autre mouvance, assez récente qu'on appelle l'écologie intégrale, qui est incarnée notamment, par Eugénie Bastier, cette journaliste, assez réactionnaire qui, on l'ignore, souvent, dirige une revue qui s'appelle Limite et qui se revendique à la fois décroissante, donc porteuse de ces valeurs, que vous venez d'énumérer, antilibérales, voilà, on ne peut pas penser que au marché, mais en même temps assez réactionnaire, assez enfermante, assez basée sur la religion. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment une urgence à réaffirmer, l'écologie comme un humanisme, comme un progressisme, quand on voit ce discours se développer et puis rencontrer une audience? Oui, bien sûr, mais en réalité, quand vous regardez les Verts en tant que parti en France, ils n'ont jamais eu bonne presse. En fait, s'il reste quoi que ce soit de vivant dans notre pays ou d'à peu près intact du point de vue de la biodiversité, c'est grâce aux Verts, c'est grâce à des activistes qui sont allés depuis des années, mais bien Ouais. avant, pendant que nous, on dormait d'un point de vue de la conscience, qui étaient là, qui se battaient, etc. Donc, le mouvement politique, en fait, il a tout ça, en fait, il faudrait le remercier en permanence. Les activistes verts, depuis toujours, là, les vieux de la vieille, ceux qui ont fait tout et qui nous ont préservés d'un tas de massacres inutiles, de biodiversité, d'espaces naturels, etc. Ces gens-là incarnent ça. Ils incarnent, en fait, parce qu'ils ont une vision progressiste du monde. Après, je pense que le mouvement politique, l'écologie, politique, n'a jamais réussi à s'incarner entièrement et aujourd'hui, maintenant, face à notre destinée tragique d'un point de vue écologique, c'est vrai que on voit que c'est quand même des valeurs qui deviennent transversales d'un point de vue partisan. Alors pas à droite,
hein. La droite reste sur le monde ancien, c'est clair. Un monde, pour le coup, patriarcal, de l'exploitation, une exploitation hideuse qu'on fait loin de nos frontières parce qu'on ça ne nous dérange pas d'aller exploiter l'uranium, le nickel et le cobalt quand c'est en Afrique dans des conditions déplorables d'un point de vue environnemental et social, etc. Donc ça, je pense que la droite est très en retard, mais je pense que c'est fondamentalement opposé à ses valeurs et à sa représentation de la réussite. Mais tout ce qui se passe à partir du centre jusqu'à l'extrême gauche, on voit bien à intégrer l'écologie dans sa matrice et doit le faire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut une forme d'unification des progressistes au sens large et des humanistes. Paradoxalement, pendant la marche pour le climat qui a eu lieu, il y a quelques semaines, au début du mois de septembre, à Paris, j'ai ressenti à la fois un grand espoir parce qu'on était vraiment nombreux et nombreuses et en même temps, en regardant autour de moi, il y avait beaucoup de personnes qui me ressemblaient, des personnes blanches, qui ont l'air d'avoir un certain confort de vie. Je me suis demandé si c'était pas aussi une préoccupation, finalement de privilégiés. Est-ce que, quand on est en train de se demander comment on va payer son loyer ou comment on va pas éviter de se faire contrôler par la police demain en bas de chez soi, on a aussi l'espace mental pour appréhender ces questions-là qui sont déjà si dures à appréhender pour un cerveau humain, quoi. Ce qui est sûr, c'est que si vous êtes assailli d'incertitudes par rapport à des fondamentaux de la vie, hein, la sécurité, l'alimentation, la santé, l'éducation, si vous avez la possibilité de garder de l'espace mental pour l'écologie, c'est que vous êtes un héros. Enfin, là, Ouais, c'est hors ouais, norme, vous voyez. ouais. Et c'est exactement pour cette raison qu'on ne peut pas scinder les questions écologiques de toute une vision de l'humanité. On peut pas, et c'est pour ça que, pour le coup, Nicolas Hulot avait vraiment eu raison d'appeler son ministère de la transition écologique et solidaire, Ouais. parce qu'il ne peut pas y avoir de question de renouvellement de nos matrices de production, de consommation, nos valeurs intellectuelles, nos valeurs de réussite, etc., sans en fait poser cette grande question, la grande question de mais qu'est-ce qui est arrivé à la solidarité? Qu'est-ce qui est arrivé à la coopération? Pourquoi on accepte qu'on parque des gens dans des cités affreuses, dans des conditions d'enseignement, de vie, et cetera? C'est inadmissible et on a laissé faire ça. Il y a vraiment eu des échecs, de gestion de la politique de la ville, des inégalités, et cetera, qui sont en échec. Et la tâche est très, très grande, mais c'est clair qu'il faut la redistribution, ça reste quand même, une partie de la solution, pas uniquement, mais il va quand même falloir, redistribuer et en priorité sur, un projet d'éducation. Mmh. Parce il faut donner la possibilité de vivre dignement à tout le monde, sinon on ne peut pas être humain. Dans l'indignité d'une vie, on ne peut pas être humain. On perd son humanité. Donc, vivre dignement et ensuite, lutter contre lutter contre la facilité intellectuelle de prendre son écran et de regarder des contenus débiles. C'est quand même un énorme ennemi pour nous. Ces contenus débiles qui nous sont servis par des médias qui ont un intérêt à faire en sorte que, les gens restent dans cette débilité. Regardez Fox News. On est dans des visions manichéennes de l'humanité, on rentre jamais dans les zones d'ombre, et des humains et du monde, et donc on est dans un truc qui est tranché à la serpe, et ça fait des individus qui pensent à la serpe et qui Mmh. pensent, voilà, black and white, et ça nous amène Trump au pouvoir. Ouais. Donc ouais, il y a une urgence à être plus généreux et à éduquer. Donc il y a du travail, hein, il y a du pain Ouais. sur la planche. Ouais. Mmh. Alors vous vous attaquez, là votre combat actuel, c'est la lutte contre la pêche électrique. Vous êtes littéralement en procès contre un État, les Pays-Bas, qui pratique cette pêche de façon intensive. Vous dormez, je crois, 2-3 heures par nuit. Non, Heu, avant, bah, on peut plus vous justement, on avez a passé réussi l'âge. à Ouais, on ne peut plus faire ça. On l'a fait ça pour le vote au Parlement européen. ouais, Pendant 3 semaines d'affilée, pour on la a pêche en eau pas profonde. passé une nuit Mmh. de plus de 3 heures. Mmh. Mais 3 semaines d'affilée à ce rythme-là, on s'effondre après, hein. Mmh. En tout cas, la question où je voulais en venir, c'est si vous aviez accès à votre chambre à vous? À ma chambre, Ouais. ma chambre à moi, genre mon lit? Ouais, ou votre espace personnel, un endroit qui appartienne pas, aux autres, à Bloom, au monde, qui soit un peu à vous? Non, ça pas beaucoup, non, on n'a pas, c'est pas très compatible avec, l'engagement dans la vie publique, en fait. Donc, je m'accorde d'abord, mes fenêtres de respiration qui sont vraiment ma chambre au sens vraiment la caméra. Ma petite, caméra interne, c'est, mes espaces avec les enfants, en fait, en famille, qui me ressourcent énormément, et puis une fois de temps en temps, un stage d'aquarelle.
Ah! C'est vraiment, l'endroit de ressources, voilà, c'est les vacances en famille, les moments en famille et puis, le truc vraiment très égoïste que je fais une fois par an, je sais pas quoi, ça va être un stage d'aquarelle. Mmh. Est-ce que ça évoque quoi pour vous, la poudre? La poudre? La poudre, plutôt les explosifs. Ouais, c'est plutôt, les explosifs. Après, ça évoque aussi, des mauvais souvenirs de ces dîners de banquiers, à Londres et Hong Kong où tout le monde prenait de la coke. Oh, quelle horreur. Ouais, c'était l'horreur, ouais et Dieu sait que c'était enfin, je pense que c'est encore très, très, fréquent, mais j'ai grandi à Hong Kong dans le milieu de la finance qui en fait, qui était complètement déconnecté du réel Mmh. et donc il y avait beaucoup de cocaïne. Et à Londres aussi, il y en avait beaucoup et je me souviens, je me suis retrouvée à Londres à un dîner, avec beaucoup d'avocats, beaucoup de gens dans la finance, et on était une 20-25 à table et moi, je me suis retrouvée seule. Ils étaient tous aux Tous toilettes en partis aux train de ouais toilettes. et là, je me suis dit: «D'accord, c'est, vive Londres» et c'était dans les années, 90. Je ne fréquente plus du tout ces gens-là. Je m'étais retrouvée d'ailleurs dans ce dîner un peu par hasard, par le biais d'une super copine qui a eu d'ailleurs des gros problèmes de drogue, et qui a donc quitté ce milieu-là. Mais moi, je lui avais dit: «C'est pas normal, en fait, ce qui se passe ici. C'est pas comme ça que ça se passe normalement un dîner. On se parle. On n'est pas en train de faire la queue aux toilettes pour faire des lignes de coke. Enfin, mon Dieu, mais revenez dans le réel, quoi. Ce monde boosté de façon artificielle à la finance, à la facilité de l'argent, à la drogue, ces états seconds. Oh, mon Dieu, j'avais trouvé ça effrayant. Voilà, donc ça évoque aussi ça. De Hong Kong aux abysses, quel parcours, Claire Ouais. Nouvian. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Claire Nouvian d'être venue faire parler la poudre avec moi. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son Zisla Tortello, à la programmation Laura Cuissard et au mixage Laurie Galigani. Le générique est une variation sur la chanson L'appétit de Bonnie Banane. Vous aimez l'émission ? Je vous aime aussi. Et s'il vous plaît, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Apple Podcast. Cela aide la poudre à essaimer. Pour faire parler la poudre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram @lapoudretv, sur Twitter @lapoudrene et sur Facebook sur la page La Poudre Podcast. La Poudre, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site nouvellesécoutes.fr, puis cliquer sur La Poudre. Cela sera l'occasion de découvrir Bouffon, Queer, Commencer, Quoi de Meuf, Splash, Vieille Branche, bref, toutes les émissions merveilleuses que nous produisons. Vous l'avez sûrement remarqué, La Poudre aime les livres. Si vous aussi, rendez-vous sur notre site La Poudre lit, où nous recommandons toutes les 2 semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes. À très vite et continuez de faire parler la poudre. Cette émission a été enregistrée dans une chambre de l'hôtel Grand Amour que je remercie pour son soutien inconditionnel depuis la première saison de La Poudre. C'est dans ce lieu au décor entièrement chiné que j'ai recueilli la parole de presque toutes mes invitées. Il y règne une atmosphère sereine et un confort douillet qui ne sont pas pour rien dans les puissants récits de femmes qui font ce podcast. Entre les 4 murs des chambres de l'hôtel Grand Amour, c'est presque de la magie qui opère. Et si vous réservez avec le code La Poudre, vous bénéficierez d'une réduction de 10% sur le prix de votre chambre. Ne me remerciez pas.